Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. On va parler de votre livre qui est sorti il y a quelques jours, qui lance en quelque sorte votre campagne. Mais d'abord un mot de la clarification ou la tentative de clarification d'Édouard Philippe hier sur la réforme des retraites. Est-ce que effectivement il a donné de quoi désamorcer la tension sur ce dossier compliqué à une semaine maintenant de la grève du 5 décembre? Il n'y a pas eu de clarification hier. La réforme attendue et espérée, c'était que ce soit qu'on ait un nouveau régime des retraites qui soit universel, qui soit financé et qui soit équitable. Ces 3 points ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Et hier, Édouard Philippe a rajouté de la confusion à la confusion. Enfin, on considère que c'est de la confusion, qu'on qualifie souvent de couac. La position de Mme Buzyn n'est pas la même que celle de M. Delevoye, on l'a vu il y a quelques semaines. Et puis ce qu'a dit Emmanuel Macron ne correspond pas à ce qu'a dit Édouard Philippe. Donc tout ça génère de l'inquiétude et de l'anxiété. Et ce qui a été proposé ou mis sur la table, d'ailleurs, moi j'ai regardé hier, un rapport est sorti. C'est un rapport, Un rapport sur quoi ? Sur ce régime des retraites dont les premières victimes seraient les mères de famille. Et pas à compter du 3e ou 4e enfant, à partir du premier enfant. Moi je vais vous dire, François Hollande et son gouvernement ont beaucoup attaqué la politique familiale. D'ailleurs, on lui avait dit que la seule courbe qu'il ait inversée, c'est celle de la natalité. Et j'ai l'impression qu'avec cette réforme, on s'attaque encore à la politique familiale par ce qui est proposé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites c'est de la clarification. Moi, je considère qu'on rajoute du flou au flou. Alors, sur cette question familiale, c'est vrai qu'Édouard Philippe a dit qu'il y avait de quoi négocier avec les syndicats sur un certain nombre de points. Mais vous êtes comme l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve qui était à votre place hier et qui dit que cette réforme n'est pas juste, elle n'est pas claire et qu'il faut négocier. Qu'il soit urgent, nécessaire d'avoir une réforme de nos régimes de retraite, bien sûr. D'ailleurs, nous l'avions fait sous Nicolas Sarkozy, puisque il avait mené une des premières grandes réformes des retraites. Vous vouliez une réforme financière, vous, à droite. Non, et uniquement, c'est ce que proposait François Fillon pendant sa campagne que vous avez soutenu. Non, mais je vous dis que dans la poursuite de celle qui a été mise en œuvre à l'époque où Nicolas Sarkozy était président, il faudrait effectivement continuer cette réforme qui avait été mise en œuvre, et notamment que ces réformes, que ce nouveau régime des retraites soit effectivement plus équitable, qu'il corrige toutes les inégalités, qu'il soit financé et qu'il soit plus lisible pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Rachida Dati, on m'a parlé de votre campagne à Paris, puisque c'est de cela dans lequel vous êtes impliqué à fond. Et à cette occasion, vous sortez un livre, La confiscation du pouvoir chez Plon. C'est un livre récit dans lequel vous décrivez votre parcours perlé d'obstacles que vous imputez au fait que le plus souvent, finalement, on vous ramène à votre origine. Vous êtes d'un milieu populaire de Chalon-sur-Saône. Et finalement, vous dites les élites veulent rester entre elles. Mais pardon, d'abord une question, puisque le sous-titre du livre, c'est « Je veux vous raconter sans indulgence l'élite qui dirige la France ». Rachida Dati, vous en êtes de cette élite. Ce que je raconte dans ce récit, c'est pas les obstacles. Moi, j'ai jamais voulu écrire ni sur mon histoire, ni sur mon parcours. Je le dis à chaque fois, parce que je n'ai jamais souhaité qu'on puisse dire un jour que j'instrumentalisais mes épreuves ou mon parcours. Ce qui m'a poussé à le faire, je l'ai écrit rapidement. D'ailleurs, c'est très... Il n'y a pas de lyrisme dans ce livre. Hein. C'est très factuel. Je décris comment la France, comment certains... On a l'impression que la France appartient à certains et qu'elle est dirigée par les mêmes. C'est ça que je décris. Et ce qui m'a poussé à écrire, c'est que quand il y a eu le début des manifestations des Gilets jaunes, c'est que il y a une France des invisibles qui est devenue visible, c'est celle des travailleurs, celle dont la condition sociale est défavorisée. Et moi, je considère qu'il n'y a pas de déterminisme en France. Enfin, c'est pas la France que j'ai connue et que je chéris, si je puis dire. C'est de démontrer comment certains au pouvoir s'accommode finalement du blocage de l'ascenseur social. C'est-à-dire qu'on bloque l'ascenseur social, on s'en satisfait, on en laisse passer un ou deux pour nous dire « ah ben non, regardez, il y a de la promotion et de l'ascension sociale ». Et en fait, ça permet de leur laisser à eux le champ libre. Vous, par exemple, vous êtes un alibi de ce point de vue-là, vous vous considérez comme un alibi, comme un ou de ceux qui ont réussi à... Et non, parce qu'on parle jamais... Moi, je ne parle pas de mon origine liée à mes parents ou autre, je parle de la condition sociale. C'est-à-dire que les obstacles
hashtag pour les gens d'une condition sociale défavorisée, on n'en parle jamais. Et c'est vrai que la France, pardon, j'aime pas cette expression des gilets jaunes, qu'est-ce qu'elle démontre? Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre une France qui travaille et qui n'y arrive plus et qui est restée silencieuse pendant tant d'années. Et donc, moi, quand ces gens me disent « on n'a plus d'ambition pour nous », et aujourd'hui, on en est à plus avoir d'ambition pour nos enfants, c'est quand même pas acceptable dans la France qui m'a permis de devenir ce que je suis. Oui, j'y reviendrai sur le fond, mais pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans votre livre, il y a quand même pas mal d'anecdotes. C'est pas une autobiographie, en effet, mais il y a beaucoup d'éléments de votre vie. Alors, il y a des anecdotes qui sont vraiment assez anecdotiques, mais dont vous dites qu'elle est parlante. Par exemple, politique, hein. Bien sûr, par exemple, page 63, vous dites « Une fois encore, je les ai déçus ». Vous êtes à un dîner de hauts fonctionnaires et il y a un des invités qui propose d'écouter de la musique classique à l'oriental, Mozart l'Égyptien, c'est le titre du disque. Et il vous dit « Vous devez écouter ça, Rachida, en mangeant des merguez et du couscous et en faisant la danse du ventre ». Ça, c'est une anecdote dont on comprend bien la portée. Il y a plus important, je dirais, c'est par exemple quand vous demandez à François Hollande, président, de vous aider. En tout cas, vous lui suggérez, vous lui suggérez que vous pourriez vous-même accéder à un poste à la tête d'une grande entreprise. Je voudrais juste repréciser. L'actionnaire majoritaire et principal d'une grosse entreprise a des difficultés avec son président. Et on discute de cela lors d'un petit déjeuner et il me dit finalement, tu pourrais correspondre à ce poste. Et je lui dis, tiens, ça serait une bonne idée. Et donc, vous envoyez un texto à François Hollande. Il me dit, faudrait qu'on en parle à François Hollande, parce que c'est une grande entreprise dans laquelle ça impacte aussi l'État. Et donc, je vais voir d'abord Jean-Pierre Jouyet, je l'explique, qui était à l'époque patron de la Caisse des dépôts, et on en parle. Il me dit, effectivement, c'est une bonne idée. Lui-même en parle à François Hollande, qui dit, c'est une bonne idée. Donc il dit oui, c'est une bonne idée. Et en fait, il envoie un SMS, je pense à Jean-Pierre, il devait être destiné à Jean-Pierre ou à quelqu'un d'autre, en disant mais non, mais c'est compliqué, on peut pas lui faire entre guillemets ce cadeau-là. Elle n'est pas issue du Sérail, ça va être compliqué à justifier. Elle n'est pas du Sérail, c'est compliqué. C'est ça le texto qu'il voulait envoyer à Jean-Pierre Jouyet. Et en fait, par erreur, c'est vous qui le recevez. Mais ça, c'est quand même, dire quand vous lisez ça sur le portable, vous êtes humilié? Non, mais elle n'est pas du Sérail. Non, mais vous avez été garde des Sceaux. Oui, mais parce que certains vous disent les choses, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Mais c'est eux que vous plaignez et vous ne vous sentez pas humilié pour autant. Je raconte aussi le directeur de cabinet d'un Premier ministre de gauche. Je le cite dans mon livre. On est à un dîner, il y avait le patron de Sciences Po, il y avait Gilles Kepel d'ailleurs, il y avait Marc Tessier qui était à l'époque président de France Télévisions, et nous étions à une période des violences urbaines, je crois que c'était 2005. Et moi j'arrive et il me dit ah oui, on parle des violences urbaines. C'était les violences de 2005, oui, ça devait être ça à Villiers-le-Bel, et il me dit quand même, vous n'êtes pas finalement tout à fait comme nous, genre vous êtes plutôt... vous avez la violence plus facile. Et moi, je dis, mais comme nous, c'est-à-dire comme vous, comme moi, comme ceux qui sont autour de la table. Et il ne comprend pas ma question. Et les autres invités sont extrêmement gênés. Et donc, on en a parlé d'ailleurs que les autres personnes, on en a parlé pendant longtemps. Mais tout le monde est extrêmement gêné. Et il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Voilà. Vous vous sentez différente ? Je me sens pas. Vous savez, moi, j'ai jamais eu de complexe lié à mon ascension sociale et à ce que j'ai pu faire, parce que moi, j'ai travaillé, j'ai exercé quand même de nombreux métiers. Franchement, j'ai cravaché, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des échecs. Donc, je me sens à mon aise avec la France telle qu'elle est. Mais ce que vous dites qui est intéressant, c'est que vous dites aujourd'hui un parcours comme le mien chez LR ne serait plus possible. Pourquoi ? Parce que vous êtes unique ? Non, non, pas du tout. Je ne me permettrai pas de considérer cela ainsi. Mais c'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy. Mais regardez à gauche. À gauche, aujourd'hui, la gauche n'a plus de socle. Ni si vous dites ça, c'est que vous sentez une régression par rapport à ça. Bien sûr, mais c'est une régression pour tous les partis politiques. Vous croyez que le gouvernement actuel, quand il fait des nominations, il n'est pas dans la cooptation ? Regardez les nominations. Alors on dit, c'est vrai, il n'a pas de stock pour nommer. Oui, c'est sûr. Pas de vivier, et donc le vivier, il est très restreint si vous êtes à 1 mètre à la ronde.
Voilà, Ouais. alors que la France, moi je trouve qu'il y a des gens méritants, qui se battent, qui s'en sortent. Donc, et qui y l'ascenseur arrivent. social, l'entre-soi, ce dont souffre la société française depuis extrêmement Et longtemps. je parle de la c'est-à-dire- condition sociale. Je ne Oui. parle de rien d'autre que quelque chose lié qu'une ascension, une promotion sociale liée à la condition sociale. Pourquoi? Parce que vous pensez que quand on est beurre en banlieue, c'est pas du plus tout. difficile Mais non, pour... mais c'est parce que d'abord, j'ai jamais ethnicisé ou communautarisé mon parcours, jamais. Ouais. Et je trouve que ça serait une erreur que de le faire. Et ça serait peut-être, je le reconnais, peut-être une victimisation si je venais à le faire. Ou en tous les cas, moi, je considère que la condition sociale, cette discrimination liée, vous savez, la France rurale aujourd'hui va très mal. J'ai vu il y a pas très longtemps un documentaire qui démontrait la France rurale. Tous ces jeunes qui n'étaient jamais sortis de leur village et c'était très compliqué pour eux de pouvoir aller faire des études, et que le jour où ils ont leur bac et ils vont dans la ville d'à côté pour faire des études, c'était même la première fois qu'ils prenaient le train. Ça, c'est une réalité de la France. Donc je dis attention, aujourd'hui, moi je trouve que le pays est vraiment fracturé, que les inégalités s'aggravent, et il faut faire attention à ce qui se passe en France en ce moment. Et ce que vous décrivez, donc, cette forme de discrimination, même si vous n'aimez pas le mot, parce que vous dites non, je me victimise pas, je ne veux pas me Non, mais victimiser. parce que c'est pas le Vous cas. constatez. J'ai quand même pas à me plaindre. Hein. Eh ben voilà. Non, mais moi, je ne suis jamais plainte. Moi, je considère que la vie est difficile pour des millions de Français. Moi, franchement, ma vie est très facile. D'ailleurs, vous dites j'encaisse les coups, j'avale les affronts, je lave les humiliations, j'ai vu faire ma mère, je la prends pour exemple. Bien sûr. Question, par exemple, d'actualité pour vous dans la campagne. Est-ce que les barons de la droite vont vous aider dans la campagne ou pas, Rachida Dati? Les barons de la droite n'ont pas aidé beaucoup mes prédécesseurs, ils n'ont pas aidé la droite tout court. Voilà, donc il y en a de moins en moins, il en reste encore quelques-uns. Moi, je suis déterminée à ce qu'on gagne Paris. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans un climat, dans une période où les gens ne votent moins... Mais ils ne vont pas plus vous aider qu'à l'époque. Effectivement, ils n'ont pas aidé Nathalie Kosciusko. Ils n'ont pas aidé, rappelez-vous, Françoise de Panafieux. Hein. Mais donc, ça n'a pas évolué. Mais ça n'a pas évolué parce qu'il en reste encore quelques-uns qui préfèrent perdre pour garder leur poste, plutôt que de gagner et de discuter ensemble sur une belle victoire et une vision, une ambition pour Paris. Mais moi, je suis déterminée. Vous savez, les Français, et les Parisiens en particulier, ne supportent plus les accords d'appareil, les petites les tractations de couloirs ou de back-office. Moi, je vais vous dire, les accords d'appareil, aujourd'hui, je suis déterminée. Vous savez, mon quotidien, ça veut dire quoi par rapport aux accords d'appareil ? C'est de mobiliser les Parisiens, de mobiliser les électeurs, de convaincre ceux qui sont à droite qu'il faut voter, que ceux qui ne sont pas à droite de convaincre sur notre projet. Mais pardon, Rachida Dati, est-ce que vous mettrez en gros le sigle LR sur votre acte? Mais bien sûr, vos documents de campagne? Mais moi, parce qu'on a l'impression que vous dites ce matin, pas d'accord d'appareil, pas d'appareil du tout. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, c'est ceux qui essayent de se repeindre pour sauver leur poste, de renier leurs convictions ou de renier ceux qui les avaient fait gagner. À propos, vous vous êtes fait chipper votre adjointe. Non mais juste une chose. Moi, je suis à droite. Un jour, j'avais dit sur un plateau, excusez-moi, parce que c'était presque pénal que de dire je suis à droite. Enfin, moi, je suis à droite. J'appartiens à une famille politique. Moi, c'est pas que j'assume. Je trouve, moi, je porte ces couleurs et ces valeurs. Et aujourd'hui, je voudrais évidemment rassembler, mobiliser les Parisiens bien au-delà de mon étiquette. Je voudrais les mobiliser sur un projet. Et donc, moi, je ne fais pas ce que font d'ailleurs les adversaires, ou du dépochage, ou du ripollinage. On en parle juste un petit mot, parce qu'effectivement, on l'a appris cette semaine, lundi soir. Benjamin Griveaux a chippé, c'est un mot un peu désuet, mais enfin bref, il y a une de vos adjointes, à la mairie du 7e, qui sera candidate, tête de liste, contre vous. Elle s'appelle Philippine Hubin. Elle rejoint LRM de la même façon que la maire du 5e et la maire du 9e de droite. On rejoint Benjamin Griveaux. Elle n'est pas dans ma majorité municipale. C'est quelqu'un qui m'avait été imposé. C'est une mauvaise surprise quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très tranquille là-dessus. Non, pas du tout. Parce que non, c'est pas une histoire même pas mal. C'est quelqu'un qui m'avait été imposé lors de leur dernière élection, que je ne devais pas reprendre pour la prochaine échéance. Et elle m'a informé qu'elle partait en marche. Grand bien lui fasse. Moi, ça me gêne pas du tout. Oui. C'est une personnalité de qualité? Elle a de l'avenir en politique? J'en sais rien. Enfin, en tous les cas, dans le 7e, vous savez, moi, j'ai un bilan et une action dans le 7e arrondissement. Gilles Legendre qui dit elle pourrait faire une très bonne maire du 7e arrondissement. Gilles Legendre, il a été élu par défaut. Oui, il a été élu par défaut quand on le connaissait en 2017. Donc, défaut par défaut, parce qu'effectivement, on avait eu... Rappelez-vous, après la présidentielle, nous, la droite a quand même été très violemment percutée. Donc voilà, il a bénéficié de cet effondrement de la droite
droite à ce moment-là. Moi, il faut faire toujours attention. Les élections, on n'est pas propriétaire ni des électeurs ni de son mandat. Moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse, c'est de convaincre les Parisiens et les Parisiennes. Voilà. Donc, eux, ils font des politiques de débauchage. Dans votre campagne. Voilà, ils font des politiques de débauchage. Ça n'est pas ma stratégie. Mais je voudrais quand même revenir sur une déclaration que vous avez faite sur le candidat de la majorité, donc Benjamin Griveaux. Vous avez dit, sauf erreur, il y a quelques jours, ça ne me surprendrait pas qu'il passe au Rassemblement national en 2022 si le parti arrivait en tête. Vous avez dénoncé son opportunisme. Madame Martichoux, je parlais tout à l'heure la défiance des électeurs vis-à-vis du politique, d'ailleurs comme vis-à-vis des journalistes, et moi je les comprends. Parce que quand vous vous faites élire sous une étiquette, puis vous changez d'étiquette pour vous faire à nouveau élire, vous êtes battu... Il était socialiste, il est passé en marche, socialiste, comme beaucoup. Oui, mais il a été socialiste longtemps, il a été élu à Chalon-sur-Saône, une ville que je connais, il est resté élu 7 ans, il a démissionné en cours de route, et il a été battu à un moment donné. Son bilan à Chalon-sur-Saône est désastreux. Et donc, aujourd'hui, il camoufle cet aspect-là. Enfin, moi, je trouve que c'est bien de dire ce qu'on a fait en politique. Enfin, c'est bien de dire, même si on a échoué, de dire pourquoi on a échoué. Et ce qu'on a fait. Moi, je voudrais avoir le bilan de M. Griveaux à Chalon-sur-Saône. Et quand j'ai dit cette phrase-là, vous savez, c'est quelqu'un qui a toujours changé de parti en fonction du parti qui avait le vent en poupe. Et donc, en ce moment, c'est vrai que le Front National, en ce moment, qui prospère sur justement cette fracture de notre pays. Je me dis, à un moment donné, pour lui... Vous êtes sérieux non, mais c'est pas ça. Non, mais quand je dis c'est sérieux, vous savez, moi, je trouve que la politique, pour moi, c'est grave, au sens de la gravité des choses. Mais ça, c'est une bonne façon de faire la politique. Non, mais parce que c'est des gens qui essayent de gommer leur inaction, de gommer leur opportunisme. Et voilà, quelqu'un qui a été au Parti socialiste, qui a incarné, qui a effectivement tapé sur la droite, qui a tapé sur, par exemple, sur la police municipale ou la sécurité telle que nous le proposons à Paris, il a tapé dessus pendant des années. Et aujourd'hui, il dit non, mais finalement, c'est bien. Moi, je trouve que ce que certains proposent aujourd'hui aux Parisiens, c'est une escroquerie. Moi, je voudrais être en cohérence avec ce que je suis, en cohérence avec un projet. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler, de fédérer les Parisiens sur un projet qui sauvera Paris. Encore trois questions, justement, je voudrais sur le projet. Mais d'abord, les maires sortants LR, qui ne sont pas passés chez à l'ennemi, si je puis dire, ne souhaitent pas forcément être investis LR. Non, mais Philippe Goujon, dans le 15e, je crois qu'il a rejoint Pierre-Yves Bournazel, puisqu'il a des tracts, il est avec Pierre-Yves Bournazel. Est-ce qu'il aura un candidat LR en face de lui ou pas? C'est ça ma question. Là où il n'y a pas de candidat LR, il y aura une liste LR en face. Mais s'ils ont le soutien sans être investis, ils auront... Mais non, mais attendez, c'est l'ambiguïté... Donc vous maintenez, il y aura un candidat. Bien sûr. Là, j'ai proposé déjà des candidats pour certains des arrondissements. On est en train de discuter avec le président de la commission d'investiture et le président du parti. Et donc, c'est pas de la cuisine, c'est de la clarté. Moi, je veux qu'on gagne. Je veux qu'on gagne avec des candidats engagés, renouvelés, des gens issus de la société civile. Vous savez. Donc vous maintenez cet objectif politique. Ce sera tranché quand? Dès lors où quelqu'un n'est pas LR, ou dans un arrondissement il n'y a pas de LR, il y aura une liste LR. Oui, mais Philippe Goujon, il est LR, mais simplement il ne veut pas le clamer trop fort. Non, mais il est avec Pierre-Yves Bournazel, ils ont tracté ensemble encore. Donc il y aura un candidat LR face à Philippe Goujon. Dès lors où vous soutenez un candidat qui appartient à la majorité gouvernementale, forcément il y aura une liste en face. Rachida Dati, une question d'actualité. La maire de Paris veut réguler l'e-commerce, les plateformes de commerce en ligne, type Amazon. Elle voudrait pouvoir taxer localement, avoir cette prérogative municipale de mettre une redevance sur les livraisons. Il va y en avoir 2,5 millions à l'occasion du Black Friday. C'est, je crois, 10 fois plus que d'habitude. Donc l'idée, c'est lutter contre la précarisation sociale et puis la pollution aussi que ça constitue, ces livraisons. Vous êtes d'accord ou pas ? Ce que je déplore, et c'est le mauvais bilan de la mairie de Paris actuelle, c'est la mauvaise gestion. C'est un problème, une taxe. Moi, je crois que dans ce problème, sur la question que vous soulevez aujourd'hui, le problème, c'est pas un problème de fiscalité, c'est un problème de gestion des livraisons. Aujourd'hui, il faut gérer, en fait, le dernier kilomètre pour arriver à la livraison. Pour lutter contre les nuisances, effectivement, de toute nature,
et toutes les pollutions, mais aussi contre la précarité. C'est pas la taxe qui va l'empêcher. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de comment on gère le dernier kilomètre lié à la livraison. Avec par exemple des créneaux horaires par quartier, Mais, ça se serait bien une sûr, mais solution. on peut le réguler, on peut effectivement l'encadrer, mais c'est pas la taxe qui va tout régler. Et aujourd'hui, quand on voit le bilan désastreux de la gestion financière de Paris, vous savez que Paris, c'est 10 milliards d'euros grâce au foncier notamment, et c'est une dette multipliée par 6 depuis 2001. C'est plus de 6 milliards et demi de dettes. Moi, je voudrais qu'on stoppe cette mauvaise gouvernance et cette mauvaise gestion à Paris. Et vous reviendrez d'ici les municipales nous parler plus précisément de votre programme. Merci Rachida Dati. La confiscation du pouvoir, un récit chez Plon dans un style direct. Merci à vous. Bonne journée. À vous Pascal.